Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire, organisé par l'Infopol et en collaboration avec Ace Good. Hem, Avant de commencer, on va parler un petit peu, technique. Donc, vous avez un chat sur le côté, vous pouvez nous écrire à tout moment. Vous avez aussi une petite bouée en bas à gauche si vous rencontrez des problèmes techniques et si, vous n'arrivez pas à résoudre ces problèmes-là, vous pouvez toujours écrire dans le chat et on essaiera de vous, aider. Vous avez aussi, une partie questions où vous pouvez poser toutes les questions, que vous avez durant le webinaire et on y répondra. Donc, pour commencer, ce webinaire est organisé dans le cadre du programme Digital Wallonia for Trust, qui est le programme blockchain en Wallonie. Hem L'Infopole, que je représente aujourd'hui en tant que project manager, est le cluster wallon, et partenaire de la stratégie Digital Wallonia. On représente les entreprises du secteur numérique actives en Wallonie. On aide les entreprises du secteur à gagner en visibilité et à se faire connaître à travers de plusieurs actions et d'autre part, on sensibilise aussi les entreprises et organisations à l'adoption des nouvelles technologies, tout en les guidant vers les dispositifs, mis en place. Si vous avez des projets numériques à réaliser, nous pouvons vous mettre en relation avec les bons partenaires et experts. Donc, suite à ce webinaire, si vous êtes intéressé à intégrer la blockchain dans votre entreprise, nous proposons des diagnostics blockchain. Un expert intervient sur une durée de 3 jours afin euh, d'évaluer votre projet ou vous en proposer un. Ce diagnostic, il est financé à 90% par le programme Digital One Year for Trust. Aujourd'hui, nous accueillons, un invité tout spécial pour nous parler de blockchain, mais aussi de divertissement. Je souhaite accueillir Grégory Montfort, le CEO de Ace Good. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à toi d'être présent. Donc, aujourd'hui, tu vas nous présenter, un petit peu comment, la blockchain peut être utilisée dans le secteur du divertissement. Alors, on t'écoute, la parole est à toi. Merci beaucoup pour l'accueil. Donc, Ace Good, c'est une entreprise, qui a été fondée en 2021 en Belgique. ACE, ça veut dire Art Culture Entertainment et en fait, on propose 3 solutions, basées, sur la technologie blockchain pour arriver à financer et monétiser, le secteur de l'entertainment en général. Donc on va parler soit pour, des organisateurs d'événements. Ça peut être des festivals, des salles de concert, voire même des fois des stades dans le secteur du sport, parce que pour l'entertainment, c'est autant le sport que la culture. On va intégrer aussi des solutions pour la monétisation des droits dans le secteur de la musique, du cinéma et aussi des solutions de financement. Donc on a développé, 3 solutions et la 1re s'appelle Ace Fund. C'est une plateforme de tokenisation sur laquelle, on travaille depuis plusieurs années. On a reçu un reward au CES de Las Vegas en 2024 en janvier et on a été invité au Festival de Cannes cette année pour, présenter justement la tokenisation dans le secteur du cinéma. Donc comment la tokenisation en fait fonctionne? Ça va être la digitalisation de la valeur. Dans le secteur du cinéma, il y a des actifs qu'on appelle les avances sur recettes. Typiquement, quand vous voulez financer un film, si vous avez besoin de 100 000 € pour combler votre budget, généralement, vous allez avoir, des investisseurs, particuliers, des Sofica, des producteurs qui vont acheter pour un pourcentage du film, des droits futurs et ils vont vous mettre 100 000 €. Sauf que des fois, on n'arrive pas à trouver ces investisseurs-là. Donc nous, le fait de pouvoir tokeniser, c'est qu'on va fractionner dans des parts digitales qu'on appelle des tokens, ces fameuses avances sur recettes et on va créer, par exemple, 50 jetons à 2 000 € ou 100 jetons à 1 000 € qui vont donner le droit à un pourcentage, des recettes avec un contrat de cession de revenus futurs qui est intégré dedans et du coup, des investisseurs particuliers peuvent investir dans le film et percevoir des royalties futures. Le producteur réalisateur va décider en fait de 3 scénarios différents. Mmh. Scénario numéro un, il va dire, bah, je vous donne un pourcentage, des droits du film, ad vitam, donc il y a de façon à durée indéterminée, ce qui se fait beaucoup en fait dans le secteur du cinéma et de la musique. Soit il peut dire: «Ben, je vais vous donner des droits que pendant 5 ans, 3 ans, 10 ans, peu importe». Ça, c'est le scénario numéro 2 et le scénario numéro 3, il va dire: «Ben, je vais pas forcément, déterminer une durée, ça va être durée indéterminée, mais par contre, je vais, fixer un montant à vous redistribuer. Donc typiquement, vous avez acheté des jetons à 1 000 €. Mmh. Dès que vous avez, fait 3 000 € vous êtes donc à fois 3 en termes de plus-value, je récupère 100 de mes droits. Et ça, c'est intéressant parce que, cet outil peut être utilisé de plusieurs façons différentes. Soit le réalisateur va financer son prochain film, son prochain projet parce que ça peut être un reportage, ça peut être un court métrage, ça peut être un documentaire. Il va dire: «OK, je vais, donner un pourcentage de mes revenus futurs à mes investisseurs». Soit il peut tokeniser un actif qui existe déjà, à savoir un catalogue. S'il a déjà produit des films,
Typiquement, c'est ce qu'on a fait avec Mad Films que je vous montrerai après. On a Mmh mh. un producteur qui a déjà des séries qui sont diffusées depuis 9 ans. En fait, il a vendu ses droits et il rémunère, en fait, avec des droits qui sont déjà en activité, quelque chose qui fonctionne déjà, il y a un track record et il dit: «Bah, finalement, ce droit-là à percevoir des revenus, c'est plus moi qui l'ai, c'est vous et vous achetez des jetons». Et il peut également faire ce qu'on appelle du financement via de l'apport en industrie. Donc typiquement, vous avez besoin de 300 000 € pour, réaliser des effets spéciaux. Vous pouvez avoir une entreprise qui va dire: «Bah, nous, on va faire les effets spéciaux sans vous facturer. Par contre, on va prendre une part des droits du film et du coup, en contrepartie, on va avoir des jetons». Donc l'apport en industrie, ça se fait beaucoup, avec des studios, des entreprises qui vont faire des effets spéciaux. Ça peut être aussi des maquilleurs, ça peut être aussi des acteurs. Mmh. Typiquement, un des exemples les plus connus, alors qui est pas très connu du grand public, mais c'est, Arnold Schwarzenegger pour le film, Jumeaux, tu vois? Avec, Danny Ouais. DeVito. Il a accepté de pas être payé pour ce film, mais il a pris, 47 des droits et c'est le film qui lui a rapporté le plus d'argent, sur toute sa carrière parce que le film a très bien marché. Mmh mh. Et donc, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes obligé de faire, 100 de l'apport en industrie, mais vous dire, voilà, s'il y a une facture de 150 000 €, vous pouvez dire: «Bon, on va faire, 100 000 € en apport en industrie et 50 000 € en cash». Vous pouvez mixer comme ça. Donc ça vous permet d'avoir une certaine flexibilité et donc des fois, quand vous êtes, un artiste, ou un réalisateur indépendant, que vous n'avez pas beaucoup de budget, vous pouvez rémunérer en apport en industrie, en jetons, bah, vos collaborateurs pour pouvoir financer le projet et construire un asset ensemble. Donc ça, c'est la tokenisation, c'est Ace Fund. On a 2 autres solutions qui sont plutôt actées, distribution, monétisation. La deuxième solution s'appelle, OneTicket. C'est une solution qu'on a développée, l'an dernier. C'est une API qui permet de faire du ticketing en NFT. Donc, la différence par rapport au NFT classique, c'est qu'on ne crée pas une plateforme de NFT pour vendre ses billets. C'est une API qui s'intègre directement dans les opérateurs de billetterie. Donc si vous êtes un réalisateur de film, que vous travaillez avec un distributeur, donc, les distributeurs les plus connus sont Kinepolis, MK2, Pathé, Gaumont, Mmh. CGR. En fait, on va s'intégrer, en API chez eux et en fait, ça veut dire que quand vous allez acheter un ticket de cinéma, sans le savoir, le ticket est sécurisé sur la blockchain. Donc en fait, vous achetez un NFT qui est relié à votre ticket de cinéma et ça permet en fait des actes de monétisation et de gamification très importants. Je vais donner un exemple, assez simple sur le dernier album d'Orelsan qui est sorti en CD physique, hein, en 2022. Ça plus personne ne sort trop de CD physiques, mais pourtant il a vendu beaucoup d'albums parce qu'il avait caché un ticket d'or dans le CD Mmh. et il disait: «Ceux qui gagnent le ticket d'or, ils peuvent avoir les concerts à vie gratuitement». Là, c'est la même chose. On va dire quand vous achetez un ticket, vous avez peut-être un ticket sur 5 où il y a des pop-corn offerts, vous avez, aussi la boisson offerte. Vous avez un ticket qui est un peu plus cher, mais dedans vous avez le merchandising, inclus, les produits dérivés, vous avez peut-être moins 50 sur la boutique à la fin du film. Si vous remplissez une enquête de satisfaction pour savoir si le film vous a plu, que vous le recommandez, peut-être que vous avez accès à vous gagnez un t-shirt, une casquette, vous avez accès à du contenu type, making of, scènes cachées, rencontre avec les réalisateurs, avant-première et cetera. Donc on donne un avantage à aller voir le film en salle plutôt qu'à attendre qu'il sorte, sur les plateformes et donc ça intéresse les distributeurs parce qu'à l'heure où, on a toujours besoin de mobiliser un public pour son entrée en salle, on a un intérêt dès le début et ce qui est bien, c'est qu'après quand on a le ticket NFT, une fois qu'on a vu le film, on peut le garder en collector pour dire: «Ce jour-là, j'étais en l'avant-première avec l'équipe du film et j'ai gardé et peut-être que je peux avoir des accès, ne serait-ce qu'une newsletter pour avoir des accès sur le film». Donc ça, c'est One Ticket. Et la dernière chose qu'on a développée, enfin, c'est pas nous qui l'avons développée, c'est une entreprise, à part, mais on s'est associés pour être distributeur. Ça s'appelle Qualicertif. Mmh. C'est sur une solution de certification, dans la blockchain. On va intégrer des puces NFC avec un numéro de série. Ce numéro de série-là, est repris dans la blockchain et on peut certifier certains objets. Donc typiquement, si on reprend l'exemple du cinéma, on va pouvoir, certifier des éléments de décor, enfin des éléments de tournage comme le décor, les costumes, voire les accessoires et si j'intègre en fait ma puce NFC dans un de ces éléments-là, je vais pouvoir, faire que ça devient un objet unique. Donc si je prends un exemple très concret, j'ai une prochaine série où il y a Leila Bekti qui devient, actrice de la série. Elle porte une robe, dans l'épisode numéro 2. Cette robe-là peut être, donc on intègre la puce NFC, donc on sait que c'est cette robe-là. Il y a une collection qui est créée et qui est vendue dans une boutique. Alors ça peut être, une boutique franchisée que tout le monde connaît, donc un système de licensing, royalties où il y a une édition limitée, on peut acheter la robe du film, mais le vêtement qui a été porté par l'actrice qui devient un objet de collection puisqu'il est unique,
peut être vendu aux enchères et on peut financer, le prochain film, des jeunes réalisateurs, du caritatif et cetera et donc on peut faire pour plein de choses Mmh. sur, le canapé de Friends qui pourrait être vendu dans une enseigne de meubles, le chapeau de Clint Eastwood, le sabre de Dark Vador, le costume de SS 117 et cetera et cetera. Donc à partir de là, on peut vendre des objets, de films connus, c'est encore une fois vendre des actifs qui existent déjà ou faire le pari que finalement il y a un prochain film qui va sortir avec un objet qui va devenir iconique parce qu'il y a tel acteur, telle scène et ça c'est intéressant. C'est d'autant plus intéressant qu'aujourd'hui dans le cinéma, européen, il y a, un objectif de développement durable et par exemple, on ne peut pas percevoir de financement du CNC si on ne fait pas de bilan carbone de son tournage. Et ne serait-ce qu'éviter de jeter à la poubelle les éléments de décor, d'accessoires et costumes à la fin du tournage, de les monétiser, c'est de la récup. Ça permet Mmh. d'avoir un impact RSE, plus intéressant et d'avoir des bilans carbone négatifs et en même temps, il y a une rentabilité qui suit. Donc ça OK. permet vraiment d'avoir un petit peu tous les avantages RSE, et rentabilité plus l'aspect marketing, puisque forcément acheter un objet iconique, ça peut, être, des grosses opérations marketing ou communication en fonction de la notoriété de l'acteur ou du film qui peut être lié à ça. Très intéressant. C'est tu as déjà parcouru une bonne partie, déjà, de ce qu'on peut faire aujourd'hui. On va peut-être rentrer un peu plus dans les détails à Oui. chaque fois. Avant de continuer, je vois qu'il y a déjà une question, qui nous dit: «Dans les cas évoqués pour Ace Fund, One Ticket, en quoi est-ce que la blockchain est intéressante? À première vue, ça peut être tout à fait être réalisé sans blockchain, non?» Alors oui et non. L'intérêt de tokeniser aujourd'hui, si vous voulez, acheter, quand vous achetez des droits dans le Mmh. cinéma, c'est non liquide. Vous achetez un contrat, le jour où vous voulez vendre votre contrat parce que, bah, vous avez besoin de liquidité, c'est compliqué, vous devez passer par un notaire, par un avocat, ça vous coûte de l'argent. Là, ici, quand on achète, pour, même que 1 000 € d'une part, en fait, il y a tout de suite un marché secondaire qui est créé. Donc nous, aujourd'hui, sur iceFund, on a un marché secondaire, on appelle ça un OTC régulé, mais en gros, tous les investisseurs ont fait un KYC, peuvent se revendre des parts. Donc déjà, il y a une certaine liquidité qui se crée et aujourd'hui, il y a des projets pilotes à l'échelle européenne qui sont en train d'être mis en place sur des actions autres que les actions cotées à l'Euronext et les obligations. Ce qui fait que dans 4-5 ans, on pourra peut-être acheter, au marché secondaire, en tout cas de façon publique, une partie du film, des Bronzés ou OK. d'une série, du Cobu ou j'en passe. Donc en fait, on va créer la liquidité avec un actif qui est tangible, parce qu'aujourd'hui, c'est impossible à faire sans blockchain ou alors ça peut se faire via la titrisation, mais la titrisation, ça veut dire qu'on doit passer par des cabinets d'avocats, des notaires et plein de choses qui coûtent très, très cher, alors que la blockchain permet de créer une liquidité traçable, beaucoup plus rapidement et pareil pour le ticket, on peut créer des tickets collector sans blockchain, mais on va avoir un problème de faux billets et les tickets, sont très faciles à falsifier, alors que quand vous avez un ticket avec un numéro de série qui est relié à votre clé privée, sur votre Mmh. wallet, ça devient impossible à corrompre. Donc là, en fait, on permet d'avoir des avantages qui sont reliés directement à votre wallet, de façon en plus, totalement RGPD puisqu'on peut avoir une clé privée qui est totalement anonyme et pas forcément du coup, être obligé de s'inscrire avec des notions RGPD qu'on n'a pas envie de dévoiler. Donc ça permet en fait d'autres avantages et potentiellement vous pouvez aussi revendre vos droits. Donc l'aspect liquidité, transférabilité est impossible sans blockchain ou du moins très, très compliqué. OK. Merci pour cette réponse. Tout à l'heure, tu parlais, des avantages avec les types de financement. Oui. Tu parlais aussi des investisseurs. Est-ce que n'importe qui pourrait être investisseur après ou est-ce que ça va être vraiment, Alors oui, nous justement, par rapport à Iceland, on a créé un club d'investisseurs où les particuliers, les retail peuvent justement devenir adhérents et avoir accès à ce genre d'opportunités. On a d'ailleurs des différents événements, on est partenaire avec, le Festival international du film de comédie de Liège qui aura lieu, en novembre cette année à Liège. Donc là, on permet justement à des investisseurs de pouvoir rencontrer des personnes du cinéma. Alors non, c'est dédié que à des professionnels. On organise notre propre soirée lors du festival de Cannes et en fait, l'intérêt, c'est qu'un secteur ou un milieu d'investissement qui est dédié d'habitude qu'à des professionnels peut être ouvert en fait à des retail à travers ce genre de dispositif. Donc c'est intéressant et je vais peut-être, montrer les slides qu'on a fait parce qu'on a tokenisé un film, un catalogue de séries, voilà ici qui s'appelle donc Madfilm, c'est une société qui est, basée à Montpellier,
on dirait Mmh. que tu viens de là-bas. Ils ont 3 séries, qui s'appellent, Point de repère, 1080 et Déclic. C'est des séries documentaires qui sont diffusées notamment en France sur, Arte, Canal+, mais aussi à l'étranger, au Canada, Al Jazeera et à peu près 80 territoires et donc sur les 9 dernières années, ça a rapporté 3 millions d'euros. On a vendu le catalogue, pour, 500 000 €. On a créé, 200 jetons à 2 500 € et en fait, on a commencé la redistribution des royalties avec des rendements à 27 qui ont été redistribués cette année. Et ça, en fait, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, les investisseurs classiques, ils ont le choix d'aller investir en bourse avec, une risque de volatilité, mais généralement, on arrive à chercher en moyenne du 10 sur l'année en bourse. Il y a des obligations dans le secteur de l'immobilier, il y a, la crypto, mais en fait, on ne peut pas investir sur ce genre de secteur. Donc grâce à nous, on peut le faire et les rentabilités qu'on a réussi à avoir, donc ça, c'est pas des promesses de rendement, hein, c'est ce qui a été déjà reversé. Mmh. Heu on est sur des rendements qui sont quand même assez intéressants et donc ça montre qu'un actif, en plus d'être liquide et peut-être inaccessible, peut devenir aussi une source de rentabilité assez intéressante pour pouvoir, épargner ou tout simplement faire travailler son argent. OK. Et quelles sont les garanties pour les investisseurs en matière de traçabilité, de légalité et de sécurité? Alors, en termes de légalité, nous, on travaille qu'avec des clubs, restreints, donc on ne fait jamais plus de 150 investisseurs par projet. On est obligé d'avoir enfin, on oblige les, les investisseurs à réaliser ce qu'on appelle un KYC, donc une vérification d'identité. Si vous investissez à travers une société, on va faire ce qu'on appelle un KYB et une fois que vous avez fait ça, vous signez un document, donc dans le cadre de l'investissement ici, dans le cinéma, on est sur un contrat de cession de droit ou un contrat de cession de revenus futurs que vous signez directement avec le porteur de projet, donc ici, c'est le producteur. Nous, on est simplement, la plateforme qui vous permet de rencontrer ces porteurs de projets-là. Les versements se font directement en euros, depuis le compte bancaire du producteur chez nous, donc on ne détient jamais votre argent, on ne détient jamais vos actifs, donc on n'a pas besoin on évite d'avoir des régulations PSAN ou MiCA, en tout cas, on est parfaitement compliance avec ce genre de régulation-là. Heu, les autres aspects de la question, c'était quoi? Au niveau de la traçabilité et de la sécurité? Au niveau de la traçabilité, en fait, l'achat des jetons, en fait, se fait sur la blockchain. Mmh. Donc ils ne sont pas conservés sur la plateforme, ils sont conservés sur la blockchain, donc online. Et en fait, tu as le contrat de cession de revenus futurs qui est signé à ton nom. Donc en fait, on crée une sorte de produit hybride qui s'appelle un ERC 1400, entre un NFT et un jeton fongible qui serait un ERC 20. Ça veut dire que vous avez un contrat qui est signé avant tout et ça, le contrat, il prévaut devant le code. Vous avez un contrat qui est signé directement, c'est un contrat qui était régi par un avocat spécialisé dans la propriété intellectuelle et ce contrat, il est signé entre le producteur et vous. Donc quoi qu'il arrive, il y a un contrat qui est signé, c'est juste que ce contrat-là est intégré dans un jeton sur la blockchain et quand il y a la redistribution des royalties tous les 6 mois, donc là, ici, c'est ce qu'on appelle les RNPP, les redevances nettes par producteur. Il y a une déclaration de chiffre d'affaires qui se fait dans la blockchain et au nombre de prorata du nombre de jetons détenus par chaque investisseur, il y a un calcul des redevances qui doit être reversé et donc soit on va faire un paiement directement via la blockchain via des smart contracts si les investisseurs acceptent d'être payés en stablecoin, OK. mais honnêtement, à peu près, 95 de nos investisseurs préfèrent avoir des euros. Donc en fait, on fait directement du virement bancaire et on peut l'automatiser via ce qu'on appelle, de l'open banking. Donc Mmh. typiquement, quand vous avez une grosse entreprise qui doit payer, une centaine d'employés, ils ne font pas des virements manuels. Ils transmettent un fichier à la banque qui fait le versement à tout le monde via des frais. Mais en fait, c'est la même chose. Ce document qui a été généré via la blockchain est transmis à la banque et la banque va dire: «OK, on verse cette somme d'argent à tant d'investisseurs» et la banque, elle sait que de toute façon, les personnes ont fait un KYC, ont un contrat, donc ils peuvent prouver d'où vient l'argent, comment, pourquoi. Et ça me fait penser parce que donc du coup, là, on utilise beaucoup de termes que peut-être des personnes ne comprennent pas, notamment liés à la blockchain et tout ce qui est tokenisation et cetera. Et tu as expliqué que, les investisseurs préfèrent être payés en euros. Ça veut dire que même des personnes qui ne sont pas, dans l'écosystème blockchain, dans l'écosystème, crypto-monnaie, peuvent en fait faire appel à tes services ou alors être intéressés par ce genre de fonctionnement, même sans être, Absolument, parce que nous, l'expérience utilisateur, elle est pas crypto. On ne mmh, doit pas créer des wallets, on ne doit pas télécharger une application, OK. on se log avec son email, et c'est tout et on fait une vérification avec sa carte d'identité et le reste du temps, on va privilégier les paiements en virement bancaire parce qu'on est sur des sommes entre 1 000 et 2 000 € qui sont beaucoup plus faciles à faire en virement que par carte. Mmh. Mais ça nous est déjà arrivé, d'avoir des investissements relativement petits aux alentours de 100 à 200 € et là, en fait, on peut intégrer des paiements, crypto, mais des paiements, PayPal, Visa, Mastercard, Mon Contact, on a
sur la plateforme, on a plus de 80, moyens de paiement différents parce qu'on peut opérer sur plusieurs pays. Donc en fait, en fonction des pays, si par exemple, on avait la possibilité de faire une opération en Afrique, on pourrait faire du paiement mobile money, par exemple. Donc c'est pas trop un problème de paiement. Pour nous, c'est juste un paramètre, de réglage à mettre en place. Ça a pas aucune importance. OK, donc pas besoin d'être, pour Non. la crypto. Je vois qu'on a une, nouvelle question, qui est peut-être reliée, justement à, OneTicket. Quelle blockchain est utilisée? Alors on utilise plusieurs blockchains, pour IceFund, on est compatible avec toutes les blockchains EVM, donc principalement Ethereum, Polygon, la Binance Smart Chain qui est devenue la BNB Chain depuis, la blockchain, Base de Coinbase. On a aussi notre propre, blockchain privée pour éviter les gas fees. Sur OneTicket, on est compatible avec Ethereum, Solana et on a reçu aussi un grant de la blockchain Scale, donc on est compatible avec la blockchain Scale. Et pour, Calicertif, on est sur la blockchain qui s'appelle Calichain, qui a été développée justement pour ça. C'est une blockchain qui a développé ses propres jetons pour éviter aussi les gas fees, mais elle va bientôt être, Avalanche compatible, très prochainement. OK, super. Hem, Tout à l'heure, tu nous parlais de tickets NFT, tu en as rapidement parlé, tu as parlé aussi des objets de collection. Si on revient sur les tickets NFT, intelligents, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça change pour les fans? Alors ça va changer en fait, différentes choses en fonction des cas d'usage. Il faut bien comprendre que le NFT, c'est simplement un attribut technologique. Ça n'a pas, de valeur en soi. Ce qui donne la valeur, c'est quels sont les droits rattachés à ce jeton. Donc en termes de fans, vous pouvez avoir en fait 2 types de valeurs, et de droits. Premièrement, si vous allez voir un match, que c'est la finale de la coupe du monde, que Kylian Mbappé marque 3 buts comme ça s'est passé, peut-être que là, le ticket collector pour les fans, il a une très grande valeur, bon alors peut-être un peu moins pour les Français parce que la France a perdu, mais tu vois pour les Argentins, ils disent: «Ah bah, j'étais là le jour où, l'Argentine a gagné et donc Messi a soulevé la coupe du monde, j'étais là, j'ai la preuve dans le billet». Peut-être que c'est un ticket qui peut se vendre de façon très collector et si en plus de ça, il y a le j'avais acheté le maillot, j'ai gagné le maillot qui est rattaché avec, c'est encore plus de valeur. Si maintenant le ticket, il a des droits qui peuvent être évolutifs, typiquement j'ai un abonnement et au fur et à mesure que je vais voir des matchs et que je consomme parce que j'achète, des boissons, je prends des sandwichs, je prends du merchandising et je peux avoir des droits qui vont être, évolutifs. Par exemple, je peux aller, voir un entraînement de l'équipe une fois par mois, je peux avoir en backstage, je peux aller voir les équipes en vestiaire et cetera. Comme on pourrait donner, des droits typiquement si on fait des NFT pour, des compagnies aériennes, tu vois? Un peu comme le système des miles où tu as en fait ce qu'on appelle un NFT dynamique, où les droits ils vont évoluer au fur et à mesure de l'usage et de la fidélité de la personne. Donc là, on rentre dans le giron de la fidélisation des clients et de l'engagement des clients et tous ces droits-là, en fait, sont rattachés au NFT qui peut être attaché à une personne s'il y a un KYC qui est fait, mais sinon il est rattaché en fait à une adresse de wallet et l'adresse de wallet, en fait, elle appartient à une personne et donc cette personne peut dire: «Bah, c'est mon wallet, j'ai des droits qui sont rattachés et donc je peux faire valoir mes droits». Et donc pour, comment en fait le stade par exemple va pouvoir lui, développer peut-être des tickets spéciaux après pour ces personnes-là? Ou alors, des programmes ou des Alors il y a 2 choses. Le stade, on va dire le club, il va viser en fait 2 choses. Premièrement, il y a l'engagement des supporters qui viennent sur le moment même, donner, l'envie aux gens de venir au stade et de profiter de certaines, droits bien spécifiques. Donc déjà, il y a augmenter la fréquentation dans les stades, l'affluence. Deuxièmement, il y a augmenter l'engagement des gens qui viennent parce que si on vient juste au stade et qu'on repart, c'est pas intéressant. L'idée, c'est qu'on y reste et qu'on puisse s'engager, venir avec des amis, prendre des boissons, faire du merchandising. Il y a vraiment tout cet aspect, engagement et potentiellement, en fait, un club, je vais prendre l'exemple du Paris Saint-Germain, ils ont un stade de 45 000 places, mais ils ont plus de 60 millions de followers sur les réseaux. Ça veut dire qu'en fait, il y a plus de monétisation à faire avec les fans de façon virtuelle que physique, puisqu'il y a pas 60 millions de personnes qui peuvent aller au stade. Donc là, l'intérêt, c'est de dire, bah, vous regardez le match de Paris, vous payez un ticket peut-être à 2 € ou 3 € de façon virtuelle, mais vous avez un accès backstage, vous pouvez, avoir un accès, discount sur le merch, vous pouvez gagner le maillot, vous pouvez faire ceci et donc il se passe quelque chose et donc s'il y a que 1 des 60 millions de personnes qui achètent un ticket à 3 € sur le nombre de matchs à la fin d'année, ça fait des millions d'euros à la fin d'année pour le club et donc engager les gens virtuellement,
ça a des fois un peu plus de valeur que les engager au stade. Ça va dépendre en fait des vrais cas d'usage. Il y a des stades qui sont des fois pleins, qui disent: «Bah, de toute façon, on ne peut pas faire plus d'engagement que ça», même si on peut arriver à améliorer l'expérience utilisateur avec des tickets spécifiques sur l'hospitalities lors des rencontres. Il y a quelque chose à jouer de façon virtuelle. Par contre, il y a des stades, ils ont que 5 000 affluences alors qu'ils ont, 20 000 places de capacité. Donc il y a encore du travail à faire de façon physique et ça, en fait, le ticket NFT avec des droits afférents permet aussi d'augmenter l'affluence dans les stades et d'éviter d'avoir des places vides et de perdre de l'argent, tout simplement. OK. Je vois que sur la présentation que tu as, si on peut y aller, sur, le la dernière page, tu nous parles de financer, distribuer, valoriser. Est-ce que tu peux un petit peu m'expliquer, bah, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ce triptyque? Bah, le financement, en fait, c'est la clé de voûte, hein, de l'entertainment. S'il y a pas de financement, on peut pas avoir d'événements, on peut pas avoir de création de contenu, on peut pas faire des films, on peut pas faire de musique, on peut rien faire et 100 des personnes qui font des projets ont besoin de le financer. Donc nous, on vient apporter des solutions, en fait, très claires ici, puisque vous pouvez soit vendre des avances sur recettes, soit en fonction du développement ou de l'avancement du développement du film, vous pouvez vendre déjà des préventes avec des tickets et vendre des droits et donc ça, la prévente, ça peut être hyper intéressant. Soit vous pouvez, vendre des objets du film avant que le film sorte et potentiellement déjà créer une communauté et Mmh, l'engager. Donc plus vous arrivez à avoir une communauté, plus c'est fort. Ensuite la distribution, bah, en fait, c'est une fois que le film, marche, enfin une fois qu'il sort, l'important c'est qu'il marche parce que c'est bien de financer un film, mais si vous l'avez fait financer par des investisseurs, eux, ils veulent que le film fonctionne. Donc arriver à optimiser la distribution et faire, optimiser les rendements et le chiffre d'affaires, lié en fait à un film, c'est très intéressant. La monétisation, c'est le maître mot qu'on va avoir dans l'entertainment quand on est aux États-Unis. Ils cherchent toujours des solutions de monétisation. C'est pour ça que des solutions comme les réseaux sociaux, les cryptos, l'IA fonctionnent très bien. En France et en Belgique un peu moins puisqu'on est sur un secteur qui est encore subventionné beaucoup par les pouvoirs publics et on se dit: «Bah, finalement je peux faire un film, si ça marche pas, c'est pas grave puisque c'est pas moi qui ai pris le risque». Mais par contre, quand on est sur une industrie qui, elle, a investi en fonds propres, même s'ils ont déjà beaucoup d'argent, hein, eux, ils sont sur une industrie, il faut que le film rapporte de l'argent. Donc, ils ont des certaines métriques en disant: «Bah, si on met tant en marketing, tant dans le casting, tant dans la distribution, on sait qu'au final on fait un fois 2, un fois 3, un fois 4 et il y a des fois des films qui font beaucoup plus». Donc c'est hyper intéressant d'arriver à optimiser la distribution parce que certes, si on a des financements publics, on peut se dire c'est on a un risque qui est limité, mmh, mais on va pas cracher sur le fait de faire une entrée au box-office et si le film il peut être un blockbuster et apporter beaucoup d'argent, bah, tant mieux. Donc ça, c'est l'intérêt et la valorisation, c'est que, bah, aujourd'hui sur, l'aspect du NFT, ou de la blockchain permet de capter une valeur, de l'intégrer dans un objet en fait qui même s'il est virtuel en fait, qui va être fongible et tangible et on peut la capter, la redistribuer. Ce qu'on ne pouvait pas forcément faire avant, sauf si vous étiez copain avec le réalisateur et qu'il vous file, des objets du film. Mais aujourd'hui, on peut faire ça pour les objets, on peut faire ça pour des œuvres, on peut faire ça pour des scénarios, pour des storyboards. On a le cas dans les mangas aujourd'hui, il y a beaucoup de collectionneurs qui s'arrachent les storyboards ou les premiers dessins de beaucoup de collections. Si aujourd'hui vous voulez acheter un dessin de Naruto, Dragon Ball et que vous êtes sûr qu'il a été dessiné par l'auteur, avant sa mort, bah, je pense à Akira Toriyama qui est décédé, forcément ça a une certaine valeur et auprès de collectionneurs, ça a beaucoup de demandes et Dragon Ball Z, c'est mondial. Donc il y a en fait le pouvoir digitaliser la valeur, la transférer beaucoup plus facilement et ça, c'est un vrai game changer dans le secteur de l'entertainment. et tous les objets, en fait, peuvent être tokenisés, peuvent être, des NFT, tout peut être tokenisé. Absolument, parce qu'on peut l'intégrer sur le secteur de la mode, Mmh, sur le secteur du cinéma, sur le secteur de la musique. Moi je suis fan par exemple de d'IAM, une des chansons que j'adore c'est «Demain c'est loin». Si aujourd'hui, j'avais la possibilité d'avoir la page sur laquelle, Shuriken et Akhenaton ont écrit leurs textes, je me dis: «Bah, en fait, c'est quelque chose qui a une valeur parce que c'est mythique». Si, j'avais, la page, sur laquelle les Beatles ont composé, Yellow Submarine, en fait, c'est aussi quelque chose qui vaut de l'argent. Donc il peut y avoir, pas mal de choses. J'ai la cape de Freddie Mercury lors de son dernier concert. Oui, il y a plein de choses qui peuvent être des objets totalement mythiques, autant sur la mode que sur la musique, que sur le sport. Il y a un maillot de Maradona qui a été vendu, je crois, 10 000 €, c'était rien du tout.
Sauf qu'en fait, quand Maradona après est décédé, la personne qui avait le maillot l'avait acheté à l'époque, l'a revendu beaucoup plus cher et il est rentré en procès avec la famille parce qu'ils ont dit: «Ouais, tu as gagné des millions d'euros en vendant le maillot», mais parce qu'ils se sont rendus compte en fait que c'était un actif qu'il fallait monétiser. Mmh. Et ça aujourd'hui, on est en mesure de le voir grâce à la blockchain parce que qui vous dit que ce maillot est un vrai qui a été porté par Maradona ou pas? Donc s'il y a une certification, NFC qui est reprise dans la blockchain, si vous enlevez la puce NFC, le NFT est détruit, quoi. Donc on peut le faire aujourd'hui sur des objets de luxe comme des montres, comme des bouteilles de vin. Ça se fait beaucoup sur les bouteilles de vin avec, certains domaines. D'ailleurs, je pense au domaine Agerter avec lequel on a eu la chance de collaborer en Bourgogne. Donc il y a plein de cas d'usage qui peuvent se mettre en place et alors qu'Alicertif n'est pas forcément quelque chose qui est obligatoire dans le secteur du divertissement. Ça peut aussi s'utiliser sur les supply chain, la traçabilité dans le secteur agricole ou du secteur industriel. Si on a besoin d'avoir des conformités en termes d'authenticité et de traçabilité, c'est aussi une bonne solution. OK, et est-ce que c'est des solutions que tu vois plus développées peut-être, en Amérique, aux États-Unis? Ou est-ce qu'en Europe ça commence à avoir le jour? Est-ce que tu as quelques exemples à nous donner? Alors ça va dépendre des cas d'usage. Aujourd'hui aux États-Unis, il y a une industrie cinématographique qui est très développée, qui cherche déjà à développer des solutions de monétisation et qu'en développe déjà, donc forcément pour eux c'est logique, ça fait partie du game. En Europe, c'est un peu moins le cas, mais par contre, la tokenisation de catalogue se fait beaucoup dans le secteur de la musique, mais enfin, le rachat de catalogue en tout cas. Il y a donc, je crois que c'est Sony qui a racheté le catalogue de Michael Jackson pour, 500 millions de dollars, mais aujourd'hui, il y a une entreprise comme Bolero, en France, qui est le leader européen de l'achat de catalogues, tokenisés sur la blockchain. Donc voilà, bravo à eux. Petit bonjour à William, de Bolero. Donc vous voyez, il y a déjà, l'Europe n'est pas trop à la traîne sur certains secteurs. Le cinéma commence seulement à s'y mettre. Pour le coup, en fait, j'ai la chance de participer à Cannes et de voir beaucoup de réalisateurs et producteurs un petit peu du monde entier. Il y a pas de solutions qui sont aussi avancées que les nôtres aujourd'hui. Quand bien même il y a la famille Coppola qui a créé, une solution blockchain, mais qui permet simplement de voter, comment vous allez pouvoir choisir les acteurs ou comment les acteurs vont être habillés dans tel film. C'est pas très intéressant. Aujourd'hui, il y a des clubs aussi comme Manchester City où vous achetez un fan token, vous pouvez voter, de quelle couleur sera le drapeau de corner. Je crois que c'est pas hyper intéressant. Je pense qu'un fan, il a plutôt envie de au lieu de voter, quelle couleur sera le drapeau de corner, elle a peut-être plutôt envie de rencontrer, les joueurs à la fin du match, d'avoir des exclus, ce genre de choses. Donc c'est ça que nous on essaie de valoriser. On est en train de discuter avec, certains clubs et organisations dans le sport, en Europe qui commencent à s'y mettre et il y a pas d'industries qui sont plus développées que d'autres, si ce n'est que le luxe a développé, dès 2022 je crois, des solutions de NFT avec, Lacoste, avec, Chanel, avec Hermès. Parce qu'ils ont besoin d'une vraie certification de certains objets et surtout on remarque que les personnes qui sont détenteurs d'un NFT sont beaucoup plus engagées qu'une personne qui ont un simple certificat d'authentification, lambda, parce que ça crée un lien avec une communauté. Donc quand vous avez, plus de 70 des personnes qui reviennent, qui ouvrent les emails, qui s'engagent, ça a plus de valeur que juste, des likes, sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas d'autres questions. Non, pour l'instant, on n'a pas d'autres questions, mais si vous souhaitez en poser, c'est le moment. Nous allons moi, je vais, pour ma part, poser ma dernière question. Si tu devais résumer en une phrase, qu'est-ce que le Web3 permet aujourd'hui, heu, au secteur de l'entertainment qu'il ne pouvait pas faire avant? Alors aujourd'hui, quand vous êtes dans le secteur de l'entertainment, c'est toujours lié à une propriété intellectuelle, à une composition artistique, à des droits soit des droits d'image, ou propriété intellectuelle de manière générale. Bon, même si vous êtes un circuit de Formule 1, le tracé vous appartient, la tour Eiffel, peut-être que la marque est déposée, enfin il y a plein de choses et en fait, en termes de monétisation, vous pouvez, créer toute une panoplie infinie de possibilités, pour vendre cette IP, pour, le faire du système de licensing. Et surtout le revendre et permettre que cette valeur-là soit transférée, de façon, traçable, en toute confiance et être sûr que c'est toujours la vraie valeur et pas des copies. Parce qu'on a l'ère de l'IA aussi, hein, mine de rien, l'IA générative permet de générer des copies, très facilement. D'ailleurs, Midjourney est en plein procès avec, Disney à l'heure où on parle. Donc si aujourd'hui, on est capable de prouver que l'IP appartient bien à telle ou telle personne parce que c'est traçable dans la blockchain,
forcément les gens qui veulent acheter ça, ça a une certaine valeur et c'est alors que la copie aura toujours moins de valeur. Donc la blockchain permet cette traçabilité, cette certification-là et la transférabilité de valeur indispensable à l'ère de l'intelligence artificielle. Super, c'est très clair. Merci beaucoup pour, cette présentation aujourd'hui et ces réponses. J on vous laisse encore un petit instant pour poser vos questions si vous en avez. En attendant, vous pouvez aussi contacter, Grégory si vous êtes intéressé par les solutions qu'il propose, ou alors, passer aussi, via, l'appel à compétences que nous proposons, à l'Infopôle, si vous souhaitez développer des projets en Wallonie. Heu, voilà, on vous aidera à vous connecter aux bons partenaires. Est-ce que tu souhaitais apporter d'autres points? Juste, une dernière information, on est partenaire du Festival international du film de comédie de Liège et le 6 novembre, il y a une rencontre professionnelle. On va faire, une keynote pour les investisseurs et une keynote pour les producteurs et réalisateurs. En dehors de l'aspect blockchain, vous pouvez vous inscrire si vous êtes un réalisateur de film, que vous recherchez du financement. Il y a une rencontre, vous pouvez pitcher votre film devant des producteurs et il reste en fait des places. Donc vous allez sur le site, du Festival international du film de comédie du Liège, c'est FIFLC, enfin CL et vous pouvez enregistrer votre film. Il y a de la place et on sera présent le 6 novembre. On sera juste de retour d'Hollywood, sur lequel on est invité à Los Angeles, 1 mois avant. Donc hésitez pas, on sera partenaire, venez nous rencontrer à Liège et inscrivez-vous, inscrivez votre film si vous êtes en recherche de financement. Il y a tout le gratin des producteurs, francophones qui sera là. Ah intéressant. Je vois qu'on n'a pas plus de questions, donc nous allons pouvoir, mettre fin au webinaire, dès à présent. Merci à tous d'avoir participé. Merci à toi encore une fois Grégory, Merci à vous pour l'invitation. d'avoir été présent et puis, à bientôt.